Les amis, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Magali Berda qui lui est arrivée des mésaventures. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Je fais cette vidéo que je ne pensais jamais avoir à faire de ma vie et qui me semble pour moi inimaginable, qui est très compliquée. Donc déjà, je m'excuse des mots que je vais employer, de la maladresse que peut-être j'aurai, je ne sais pas, mais c'est compliqué. On vient de vivre aujourd'hui quelque chose de très particulier, d'inacceptable pour nous et qui est intolérable, qui n'est absolument pas possible. Je fais cette vidéo à la demande de ma famille, de mes nièces Julie, Kim et Mélissa, de mon mari Stéphane, de mes beaux-parents Véro et Jo, et de mon beau-frère et ma belle-sœur Ludo et Laure. Quelque chose d'absolument effroyable et dingue. Je vais vous réexpliquer l'histoire. Il y a à peu près 2 ans, vous savez que ma belle-sœur a été assassinée avec son conjoint Fred. Ils ont tous les deux été assassinés dans des manières les plus terrifiantes possibles. C'était un meurtre épouvantable. On a retrouvé ma belle-sœur et son conjoint massacrés. Mais quand je vous dis massacrés, c'était quelque chose de terrible. Ma belle-sœur a eu... je vais dire les mots parce que mes nièces m'ont demandé de le dire. M'ont demandé de le dire pour faire comprendre aux gens ce qui est en train de se passer. Ma belle-sœur a été massacrée. L'examen du corps fait par le médecin légiste mettait en évidence pour Karine un fracas de l'arrière du crâne, un éclatement de la voûte et des fractures, de la base entraînant un délabrement cérébral majeur, avec perte de substance. Une plaie sur le visage et plus d'une vingtaine de plaies sur le crâne, près de 7 plaies linéaires sur le corps commises par un objet tranchant et contendant. Donc, elle a reçu des coups qui seraient peut-être faits par un marteau au crâne et elle, au point de se faire fracasser le crâne et massacrée de coups de couteau. Ça s'est passé le 10 octobre 2021. Pour vous dire à quel point c'était violent, et je vais vraiment aller dans les détails parce qu'on est obligé. Et pardon, excusez-moi, mais vous comprendrez pourquoi après. Des dents ont été retrouvées notamment sur le palier. Il y a eu des projections de sang qui ont été découvertes sur les murs de l'appartement et sur la porte. La personne qui les a assassinés les a allongés et a pris le temps de les recouvrir d'une couverture et de mettre un coussin sur la tête de Fred, comme une sorte de mise en scène morbide. Et ce sont les filles de ma belle-sœur qui les ont découverts et qui ont découvert cette scène, je pense... Je sais même pas les mots, en fait, je sais même pas comment je peux dire ça. Effroyable, inhumaine, horrible. Il s'agit d'abord de Julie, la fille de Karine, donc ma nièce, qui avait 24 ans, je crois, à ce moment-là, qui s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles de sa mère depuis le matin, qu'elle ne répondait pas au téléphone. Et elle s'est déplacée du coup là-bas pour voir si sa mère n'avait pas fait un malaise. Et quand elle a ouvert la porte, elle a découvert tout ça. L'état, et je vais vous dire les choses pour que vous vous mettiez à sa place, l'état de sa maman, l'état de Fred dans lequel ils étaient, ou pour vous donner un ordre d'idée, Fred n'a même pas pu être visible à l'autopsie par sa famille, tellement... voilà. Je sais même pas combien de temps, et enfin je sais même pas en fait comment elle arrive à vivre avec ça. Elle est très très forte, et en plus de ses deux petites sœurs. Et Kim et Mélissa, qui étaient mineures à ce moment-là, ont rejoint, pareil, sont arrivés à l'appartement et ont vu tout l'appartement comme ça, et les corps aussi, en sachant que Mélissa avait, je crois, 12 ou 13 ans à ce moment-là, et Kim à peu près 17 ans. Julie, quand elle a vu sa mère, s'est mise à hurler. Le voisin est sorti et
il l'a pris dans ses bras, s'est réfugiée contre lui et elle a appelé les secours et la police est arrivée après. Bref. Pendant 2 jours, on ne savait pas qui était le présumé assassin de ma belle-sœur. Et puis on a fini par le savoir. C'était ce voisin-là même qui a pris ma nièce dans les bras quand elle a découvert le corps de sa mère complètement massacré de coups de couteau et de marteau, qui l'a prise dans ses bras. Et c'est lui qui a été mis en examen et placé en détention provisoire pour le meurtre de ma belle-sœur et de son conjoint. Pour vous dire les choses, on va vous dire peut-être qu'il est fou. Alors on a toujours eu peur de ça, qu'on nous dise oui, il est pas... C'est quelqu'un qui est, pour moi, extrêmement réfléchi, puisque il a menti déjà à la police. Il a dit qu'il n'était pas sorti de chez lui de la nuit entière. Sauf que la police, ayant borné son téléphone, a vu que à je ne sais plus quelle heure du matin, dans la nuit, pardon, il s'est rendu au Goude à Marseille pour certainement jeter les armes, les couteaux, les marteaux, j'en sais rien. Voilà, donc il y a une vidéo aussi de lui à 3h57 avec son scooter en train de quitter les lieux. Enfin bref, d'aller au Goude, j'en sais rien. Il a dû jeter des trucs là-bas dans la mer, puisque on n'a jamais retrouvé ni le téléphone de ma belle-sœur, ni le couteau qui a servi, le marteau ou d'autres outils qui ont servi à tuer ma belle-sœur et son conjoint. Donc la police, ayant vu qu'il leur avait menti, l'ont interpellé. Il a nié, bien sûr. Ils ont fait donc des prélèvements ADN. Alors il a refusé, lui, les prélèvements ADN. Il a refusé de donner les codes de son téléphone, les codes de son ordinateur. Il a tout refusé. Sur son scooter, ils ont trouvé donc du sang appartenant à ma belle-sœur. Ils ont trouvé dans son appartement des chiffons, des trucs, je sais pas ce qu'il a fait, et, avec l'ADN de ma belle-sœur et de Fred. Donc il a été mis en détention provisoire. Les gens qui sont en détention provisoire ont des droits. Et ils peuvent faire des demandes de remise en liberté. C'est ce qu'il a fait à chaque fois, donc depuis son incarcération, ce qui lui a été systématiquement refusé, puisque c'est un individu qui est présumé ultra dangereux, puisque le meurtre de ma belle-sœur et de son ami sont plus que, je dirais même enfin je sais même pas, sauvage, je sais pas comment on peut dire ça. Barbare. Acte de barbarie. Bref. Donc par rapport à tous les éléments qui sont dans le dossier et toutes les preuves, les ADN, etc., et la dangerosité présumée de l'individu évidemment qu'il reste en détention provisoire. Sauf que il a été placé sous curatelle il y a quelques mois et que la dernière demande de remise en liberté qu'il a fait, je crois que c'était là, donc début avril, qui lui a bien sûr été refusée, ce qui est totalement logique, eh bien elle a été annulée aujourd'hui. Parce que le juge a oublié de convoquer le juge de la curatelle. C'est obligatoire, c'est-à-dire que quand vous êtes sous curatelle et que vous demandez votre détention, votre remise en liberté, chaque audience doit être présent, il doit être prévenu, le juge de la curatelle. Il y a eu un oubli de la part de l'administration, des juges, je ne sais pas trop de qui, j'arrive pas trop à comprendre. En fait, on est un petit peu perturbé, je vous cache pas, on est un peu déboussolé. Ils ont oublié de prévenir le juge des curatelles de l'audience, dans laquelle ils avaient bien sûr refusé la remise en liberté. C'est un vice de procédure. Et donc, ça annule la décision. Et du coup, la décision qu'elle avait laissée donc en
détention provisoire, pardon, a été annulée parce que ils ont oublié de le dire au juge des curatelles. Et du coup, il a été remis en liberté aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas comment on peut gérer ça. Je ne sais pas comment on peut gérer ça. Vous avez mon mari qui est absolument par terre, parce que la seule chose qui arrivait à le rassurer un petit peu et à le... C'est complètement... Vous voyez, depuis le meurtre de sa sœur, mon mari a perdu presque 18 kilos. Vous le voyez souvent dans mes stories, parce que vous me faites tout le temps la remarque que mon mari a énormément maigri. Il a perdu sa joie de vivre, il a perdu toute... je pense, mettez-vous une seule seconde à sa place. Mes nièces, elles ont perdu leur maman, leur seul repère, leur seul pilier. Elles sont orphelines de leur maman maintenant. Mes beaux-parents ont perdu leur fille, donc qui est complètement illogique dans le sens de la nature. Mon beau-père, à l'enterrement de ma belle-sœur, avait voulu se jeter dans sa tombe pour partir avec sa fille. Mon beau-frère est complètement éteint, ainsi que sa femme, parce que c'est quelque chose de terrible. Les conditions, la manière de faire, c'est terrible. Comment aujourd'hui on peut expliquer à ma famille ce qui vient de se passer? Comment aujourd'hui ils doivent le prendre? Ils ont décidé de faire confiance à la justice et aujourd'hui ils se sentent complètement démunis de toute leur... La seule chose qui les réconfortait un peu, c'est de savoir que la personne qui a tué leur mère, leur sœur, leur fille, est derrière des barreaux, qu'il ne pourra plus tuer personne, qu'il ne pourra plus reproduire ce qu'il a fait et qu'il est privé de liberté. Et aujourd'hui, il est libre. Ce soir, il va dormir dans un lit douillet, avec un bon repas, avec sa famille très certainement, parce que le juge a oublié de convoquer, je crois, le juge de la curatelle. Mes nièces, tout à l'heure, vous voulez aller devant la prison pour l'attendre à la sortie de la prison. J'ai dû leur expliquer qu'il fallait absolument pas faire ça, parce que s'ils font quelque chose de grave, eh bien, c'est elles qui vont se retrouver en prison en plus. Mon mari, je ne sais pas comment le raisonner, parce qu'il se dit que, il va jamais... En fait, il se dit, mais c'est impossible, donc je vais faire ma propre justice, c'est impossible. Donc j'essaie de le garder à la maison et de le calmer. Quelle solution aujourd'hui ils ont pour eux dormir un peu paisiblement, même si c'est compliqué de dormir paisiblement avec ce qu'ils ont vécu, mais comment est-ce qu'on peut leur expliquer que cet homme-là vient d'être remis en liberté dehors parce qu'un juge a oublié de transmettre une convocation? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Il a été placé sous contrôle judiciaire jusqu'au jugement. Il doit donc aller pointer une fois par semaine au commissariat. Il risque je ne sais pas combien de dizaines de prisons, d'années de prison. Donc, est-ce qu'il va s'enfuir? Est-ce qu'il va partir? Est-ce que cet homme qui est totalement dangereux ne va pas s'en prendre à quelqu'un parce que, voilà. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une victime ce soir? Est-ce qu'il ne va pas se mettre à tuer d'autres personnes ce soir? C'est un danger. C'est une personne dangereuse. Et comment voulez-vous que... Quels sont nos recours? Qu'est-ce qu'on doit faire? Visiblement, rien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les petites vont faire leur deuil. Comment mon mari va pouvoir se sortir de ça, alors qu'il est lui prisonnier dans sa tête de ce qui s'est passé. Et pour nous, ça nous semble hallucinant qu'un individu dangereux soit dehors. Alors je veux bien entendre que les vices de procédure, tout ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est la justice française. En ce qui concerne tout plein de choses, des vols, des trucs, etc., pas de problème. Mais quand on a affaire à un meurtrier qui a assassiné, alors je parle au conditionnel parce qu'il n'y a pas de jugement, mais qui aurait assassiné sauvagement et
et d'une manière la plus terrible, deux individus, deux personnes qui sont autres qu'un papa et une maman, qu'il a brisé des familles, parce que la famille de Fred est brisée, parce que la famille de mon mari est brisée, ma famille est brisée, ils sont brisés. Et lui, ce soir, il va être au chaud. Donc, comment on doit se comporter? Je ne sais pas ce qu'on doit faire. Je ne comprends pas, je ne sais pas ce qu'on doit faire. Et je ne sais pas comment remonter un petit peu le moral, ou je ne sais pas comment rassurer mes nièces, je ne sais pas comment rassurer mon mari. Je suis complètement démunie de toute possibilité. C'est très très compliqué parce que ça fait maintenant 2 ans et que mon mari commençait petit à petit à... J'essayais, malgré tous les problèmes que j'ai eus là, ces 2 dernières années, d'essayer de le... Parce que ça s'est enchaîné pas mal. Et donc j'ai essayé, malgré tous ces problèmes, de tenir le coup pour lui et d'essayer de faire en sorte que il continue à avancer. Et aujourd'hui, pour lui, c'est un cran d'arrêt à sa réhabilitation à lui, psychologique. Et quand je parle de lui, je parle aussi des petites. Comment vont faire? Je sais pas, j'ai même pas les mots en fait, je ne sais même pas comment expliquer ça, je sais même pas si je voulais bien expliquer ou pas. Mais comment c'est possible aujourd'hui? Comment est-ce que c'est possible tout ça? Comment tout ce qui nous arrive c'est possible? Je ne sais pas, je sais pas. Donc je reste très très forte pour eux, pour mon mari, mais là je suis démunie de tout ce qui se passe. Je ne sais pas. J'ai peur aussi parce que je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai peur de la réaction de mon mari, j'ai peur de la réaction des petites, j'ai peur de la réaction de toute la famille. J'ai peur de ce que cet homme est capable de faire à quelqu'un d'autre. Et si là, il s'en prend à quelqu'un d'autre, qui sera responsable de ça? Si là, aujourd'hui, cet homme dangereux s'en prend à quelqu'un d'autre, qui sera responsable de ça? Je sais pas, je comprends pas en fait. Je sais pas ce qu'on peut faire. Donc la solution judiciaire, c'est donc d'attendre tranquillement que ce présumé assassin soit tranquille chez lui cet été, peut-être au soleil, détente, en attendant une date d'un jugement qui certainement peut-être le mettra en prison s'il se présente. Du coup maintenant. Et c'est inconcevable. C'est inconcevable pour la famille, c'est pas possible en fait. Et je vous demande juste une seule seconde de vous mettre à la place, si c'était votre maman ou si c'était votre papa, de savoir comment, ou votre sœur, ou votre frère, puisqu'ils ont été 2 à être tués, comment vous vivriez la situation et quelle révolte en fait. C'est-à-dire que là on est juste abasourdi, mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Là on est KO, mais demain, je m'angoisse parce que je me dis mon mari va se réveiller, comment il va être? Et les petites, pareil. Donc, voilà. Et c'était important pour toute notre famille de faire savoir ce qui vient de se passer. Mes nièces. Tout à l'heure, j'ai eu ma nièce Kim au téléphone, qui pleurait en me disant « Mais comment je vais faire pour vivre dans ma ville, puisqu'elle habite à Marseille, en sachant qu'il habite à Marseille aussi, qu'il est dans la même ville que moi, qu'à n'importe quel moment, je peux le croiser dans la rue, qu'à n'importe quel moment... En fait, elle m'a dit comment je vais faire. Et en fait, tout le travail de deuil qu'elles essayaient de faire sur elles-mêmes depuis 2 ans, en sachant, sans pouvoir être apaisées, parce qu'on ne peut pas être apaisé, surtout avec les images qu'elles ont dans leur tête, mais en sachant que cet homme, il va être puni, qu'il va y avoir quelque chose. Donc, ça les aidait, on va dire, à se reconstruire.
comment aujourd'hui elles vont pouvoir se reconstruire? Tout ça, ça s'est réveillé en elles, en mon mari. Mon mari, ça fait quasiment... Vous savez, quand il a perdu sa sœur pendant 1 an, il était éteint, il parlait plus, il souriait plus, il mange plus. Et là, petit à petit, avec ce qui s'est passé dans notre vie à nous aussi, en plus, tous ces problèmes, là, on a gagné nos procès, etc. Donc, petit à petit, il se remet là. Et là, je l'ai vu aujourd'hui complètement éteint, dans le même état que je l'ai vu il y a 2 ans. Et ça me traumatise, en fait. Parce que je me dis que c'est pas juste. C'est pas juste que ce soit eux qui soient dans cet état-là aujourd'hui, alors qu'ils ont déjà tellement souffert et ils ont déjà tellement ça dans leur tête depuis 2 ans que c'est pas normal. Et puis elles ont peur parce que si demain il veut s'en prendre à elles, si demain... Bref, donc tout ça pour vous dire que ce soir, ben, le plus dingue, c'est que ma famille ne va pas dormir encore pendant des nuits et des nuits. Je pense que le cauchemar va recommencer. Un cauchemar qui est juste insoutenable et que personne ne peut comprendre. Mais je pense que vous pouvez vous imaginer quand même. Et pendant que Steph, Kim, Julie, Mélissa, Véro, Jo, Ludo, Laure, Mareva, Ethan vont faire des angoisses, des nuits blanches, des nuits de cauchemar, Bref, je peux même pas vous décrire les sentiments qu'ils ressentent. Eh bien, le présumé, parce que je vais aller jusqu'au bout, le présumé assassin, mais dont on a trouvé quand même les preuves ADN, etc., mais présumé assassin, va dormir bien. Et lui, ce soir, il est heureux. Et moi, ma famille, elle est meurtrie une 2e fois. Elle est meurtrie une 2e fois et je comprends pas en fait, parce qu'on est en France et que c'est pas normal. Ça peut pas arriver un truc pareil pour un papier ou pour une convocation où on a toujours pas compris grand chose. Eh bien, on sait ce qu'il a fait, on sait ce qu'il en est, mais les papiers sont plus importants qu'une vie humaine et que je sais pas, je n'arrive pas à comprendre. En fait, c'est tellement cafouille dans ma tête, pardon, mais je sais pas quoi vous dire en fait, je comprends pas. Voilà. Ce soir, on est abasourdi, on est vraiment abattu. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai très peur de ce qui va se passer. Dans quel état, et tout le monde va se réveiller demain, et quand tout le monde va commencer à réaliser, parce que là, en fait, je pense que tout le monde est un peu sous le choc, mais quand tout le monde va vraiment réaliser ce qui s'est passé, comment on va pouvoir gérer cette situation qu'on n'arrive déjà pas vraiment bien à gérer depuis 2 ans, pardon. Et pour nous, c'est un peu... je sais pas, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup avec tout ce qui s'est passé. Ça fait beaucoup. Et je comprends pas. Et aujourd'hui. Et aujourd'hui, ma famille se sent complètement abandonnée de la justice, quoi. Complètement. Ce que vous ressentez, on s'en fout. Désolée, mais il manquait un papier, ou il manquait une convocation, ou une signature. Tout ce que vous avez vécu, Karine, elle est morte, quoi. Je sais pas si vous réalisez, c'est un truc de fou, quand même. C'est un truc de fou. C'est ce que vous voulez qu'on dise. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Le pire, c'est qu'il y a des gens, ils sont pas jugés parce qu'ils vous disent, ils sont fous, alors ils n'ont pas de procès, ce qui est déjà, pour moi, inconcevable. Mais là, il est dehors parce qu'il y a un problème de papier. Où il y a eu un truc de procédure, quoi. C'est même pas le sujet encore de la folie. On n'y est même pas encore. C'est-à-dire, je sais pas. Comment c'est possible
c'est une folie. C'est la justice qui, en fait, est censée protéger des gens, des enfants, des jeunes, de dangereuses personnes, qui, en fait, a protégé les droits à protéger les droits je sais pas, d'un monstre, et à laisser de côté les droits de ses filles, de ses parents, de ses frères, de ses nièces, neveux. Enfin, franchement, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Il n'y a pas de mots, hein. Voilà, je vais m'arrêter là ce soir parce que voilà. Mais bon, c'était important pour toute la famille de faire connaître cette histoire. Parce qu'elle est trop grave, en fait. Donc voilà, c'était la story de Magali Berda. Je voulais apporter une précision aussi. Je voulais apporter une précision, ce que je pense, et après je vous dirai mon avis. Donc il est sous curatelle. Donc il ne peut pas retirer l'argent comme il le veut. Il me semble que c'est il lui donne un pécule chaque semaine. Un pécule qu'il doit aller retirer à la banque chaque semaine. Donc progressivement. Et ils ne lui donneront pas des fortes sommes d'argent d'un coup. Donc parce qu'une cavale, par exemple, si vous voulez faire une cavale, ça revient très cher. Ça revient très cher une cavale. Donc il ne pourra pas, à moins qu'il puisse vendre sa voiture s'il en a une. Son scooter, quoique son scooter, il doit être encore sous scellé. Par rapport aux traces de sang, il doit être encore sous scellé. Ou qui vendent des objets, tout ça, parce qu'une cavale, ça demande énormément d'argent. Une cavale à long terme, surtout. Donc, personnellement, par rapport à ce régime de curatelle, je ne pense pas qu'il puisse se donner les moyens. Voilà. Après, si c'est pour se retrouver congelé, mort de froid en hiver, c'est une autre sentence, on va dire. C'est une autre sentence. Donc, voilà. Et je voulais réagir aussi sur la justice. Voilà, la justice. Voilà, les juges qui ne veulent pas devenir qu'une machine qui imprime des papiers. Voilà, une machine automatique. Et je voulais revenir aussi sur le chagrin, savoir qu'il est déjà arrivé qu'une mère de famille meure de chagrin par rapport à la disparition de sa fille. Donc c'est des choses qui sont possibles et il faut être courageux face à ces drames. Voilà, ils sont partis au ciel chez le bon Dieu, mais souvent ceux qui vont souffrir beaucoup, c'est les proches, la famille qui ici-bas qui vont souffrir énormément jusqu'au point de mourir de chagrin. Donc je ne savais pas que ça pouvait exister jusqu'à ce qu'on m'apprenne ça. Donc, et pour revenir au sujet de... Je pense qu'on arrive à des aberrations au niveau justice par rapport aux vices de procédure. Ça arrive par rapport aux trafiquants de shit, par exemple, voilà, qui soient libérés par rapport à des vices de procédure. Mais ça encore, le shit, on va dire, à part mourir d'un cancer des années après, ou péter un câble, ou des trafiquants de drogue relâchés par rapport à des vices de procédure. Mais ils sont pas, on va dire, la drogue peut tuer, la drogue tue, mais voilà, ils sont pas meurtriers directement. Là, c'est vraiment un meurtrier direct. Donc, je pense qu'il faut faire marcher un peu de bon sens. Voilà. Les juges ont longtemps critiqué certaines réformes judiciaires en disant non, on n'est pas des machines, on arrive au tribunal, tac tac, on met tel crime, tel délit, tac tac, t'appuies sur un bouton et tac, il te sort le code de la loi et la condamnation. Donc je pense faut que les juges puissent avoir plus de pouvoir de bon sens. Voilà, qu'ils puissent avoir le dernier mot, que ce ne soit pas qu'une justice machine. Voilà, une justice IA, quoi. C'est
Une justice IA. Donc tu tapes tel truc, tac tac, il te sort tel truc. Tu tapes vice de procédure, tac, libéré. Je pense que voilà, c'est mon avis. C'est mon avis, la justice. Mais quoi qu'il en soit, je ne pense pas voilà, qu'ils puissent avoir beaucoup de moyens et pour pouvoir faire une cavale longue. Donc voilà, c'est mon avis en contrepartie, quoi. Je ne pense pas qu'ils puissent avoir et qu'ils puissent débloquer énormément de moyens pour une cavale longue. Voilà, tout simplement. Et que les victimes reposent en paix, ça rentre dans le cadre en plus de d'actes de barbarie. Donc acte de barbarie, c'est une circonstance encore plus défavorable normalement par rapport à un crime de sang, par rapport à un assassinat ou un crime ou acte de barbarie, c'est quand même quelque chose de grave. De savoir que bon, je vais passer les détails. C'était pas facile. Donc j'hésite à mettre cette vidéo sur Actu YTB2 ou sur la chaîne secondaire NAS06 bis, mais ça reste des actus. Ah ouais, j'aurais dû dire aussi, bon, pour ceux qui connaissent pas Magali Berda, voilà, elle a une agence d'influenceurs par rapport à M6 ou TF1. Plutôt M6, elle est plus proche de M6, W9, des influenceurs de W9, M6. Donc, et elle est mariée à celui qu'elle surnomme Taboulé. Et c'est vrai qu'il a maigri, que je l'ai vu dans certaines stories dernièrement, ces dernières années, amaigri. C'est pas faux. C'est pas faux. Voilà. Donc, c'est des lourdes épreuves en tout cas. C'est quelque chose d'horrible. Et horrible pour les victimes et très horrible aussi pour les proches et la famille, bien évidemment. Donc, voilà mon propre avis personnel là-dessus. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Ah, je disais non. Attends, je reviens à un truc. Je disais oui, il ne peut pas débloquer des moyens pour faire une cavale, mais ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas faire une cavale ou répéter un câble sur une autre personne. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.